Merci d'être là très nombreux. Et effectivement, c'est plaisant d'avoir une salle aussi pleine et intéressée pour traiter d'un sujet important, grave, qui n'est pas nécessairement un moment heureux de l'histoire du monde méditerranéen, pour dire assez large comme ça, mais c'est vraiment important qu'on puisse jeter un coup d'œil. Et pour ça, nous faisons appel à 3 historiens avec des backgrounds différents. 3 historiens que je vais présenter rapidement, qui ont la particularité d'être un arménien, ici à ma gauche, un kurde et un turc, et qui tous les 3 ont, dans leur travail d'historien, mais aussi de sciences politiques et autres, et de sociologie, ils ont travaillé aussi beaucoup sur la question arménienne. Je donnerai la parole d'abord à mon voisin Onik Jamgoissian. Je prononce bien ? Très bien. Ça va ? Voilà, qui est docteur en histoire à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'économie sociale, d'histoire économique et sociale, spécialiste aussi des flux commerciaux dans le bassin oriental de la Méditerranée, entre Venise, la mer Noire, etc. Et qui est spécialiste aussi d'un aspect particulier et peu connu, qui est l'impact de la franc-maçonnerie auprès des Arméniens, enfin, le rôle des Arméniens francs-maçons. Mais si vous êtes là, c'est surtout à partir d'un livre récent qui porte sur l'histoire de la fin de l'Arménie, le moment du génocide et de comment on est arrivé à ça. Et je pense que ce sur quoi l'ouvrage s'appelle « La fin de l'Arménie ottomane, Constantinople, Abdülhamid II jusqu'au jeune turc, la nuit du 24 avril 1915, aux éditions du Bosphore ». Donc, ce qu'on vous demande c'est un peu de nous parler de comment on est arrivé à cette nuit. Cette nuit fatale, elle a une histoire, et vous avez la possibilité de nous faire part aussi d'un témoignage presque personnel, bien que vous n'ayez pas connu, heureusement, cette journée atroce, mais vous avez pu recueillir le témoignage de votre grand-père, et je pense qu'on sera très intéressé à connaître tout ce qui s'est passé pour arriver à cette nuit-là. Vous avez 12 minutes et demie. Je vous remercie. J'aimerais d'abord quand même remercier l'IREMO, en son président absent, M. Chaniogo, et puis vous-même, Mme Martine Gillet, avec qui j'ai correspondu, le temps de mettre en place notre participation, car de mémoire, c'est quand même la première fois que l'Arménie entre et est présente dans un salon du livre qui traite du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, c'est quand même un honneur pour nous d'être accueillis ici, tout comme M. Chaniogo a voulu, personnellement, d'après ce que j'ai compris, que cette séance se fasse dans ce cadre du salon. Arménie 1915, tel est l'intitulé de cette séance. Nous voici donc face à l'histoire morbide de l'élimination d'un peuple. La 2e année de la Première Guerre mondiale, toute l'Europe est embrasée. C'est l'histoire de la mise à mort d'une nation surnommée la Fidèle, dont les banquiers servirent les sultans, la Sublime Porte, le harem impérial pendant plus de 2 siècles, avec une particularité, sans jamais recourir à la dette étrangère. C'est à partir de la fin des Amirats, à partir des années de la guerre de Crimée, que commence ce système qui va pourrir l'Empire ottoman, avec pour un but de prendre sous contrôle les finances du pays, ce bureau de la dette étrangère. Arménie ottomane, ambassadeur de l'Occident en Orient, dont la franc-maçonnerie se servit pour s'installer à Constantinople et à Smyrne. Il y a eu les 2
grandes loges, celle de Smyrne et celle de Constantinople, pour ceux qui ne le savent pas, ont même eu la particularité et le privilège, l'un dépendant de Londres et l'autre du Grand Orient de France, ils ont eu quand même ce privilège de parler en arménien dans leurs séances. Les séances se tenaient en arménien et on tolérait que parlent en turc ou en français ceux qui ne comprennent pas l'arménien. Mais les séances de ces deux loges, qui comptaient des personnages extraordinaires, des ministres des Affaires étrangères, des présidents de la Chambre du commerce. On venait pas, c'est une époque où on ne venait pas à la franc-maçonnerie pour tirer quelque intérêt, mais parce que nous étions les maîtres de l'économie du pays. Un peuple fidèle qui obtient d'Abdülmecid des lois organiques et qui introduit la démocratie à Constantinople, élit un parlement, c'est du jamais vu. L'Empire ottoman n'a pas encore son parlement, que les Arméniens élisent deux parlements, le premier en 1860 qui n'est pas validé, et puis le deuxième en 1863, validé par la Sublime Porte et le sultan, et ce, 14 années avant l'élection du premier parlement ottoman, de l'Empire ottoman. Un peuple riche d'un quartier dans la vieille ville de Jérusalem. C'est quand même Constantinople qui dirige Jérusalem, puisque la vie est là-bas. À qui les sultans renouvellent les prérogatives, les privilèges et leurs titres de gardiens des lieux saints. Comment vient-on alors, après tout ce que je vous dis, après ces privilèges, après ces richesses, après tout ce bonheur et cette gloire, comment vient-on à la rupture du contrat moral et immatériel liant ce peuple à la dynastie ottomane? Comment passe-t-on d'un Mahmoud II, le sultan qui a préparé le Tanzimat, un Mahmoud II qui condamne à mort deux marins coupables d'avoir violé deux garçons arméniens, au risque de mécontenter tous les soldats de la marine? Comment on passe d'un Mahmoud II que l'histoire a surnommé le Juste au règne d'Abdülhamid et au massacre de Zeytoun, au massacre de Sassoum? Comment un parti politique arménien aide le comité Union et Progrès, les futurs bourreaux de leur peuple, à prendre le pouvoir et même à devenir député ottoman sous étiquette jeune turc, sous étiquette de l'Ittihad Veterakki? Comment arrive-t-on à cette année 1915, au premier génocide du XXe siècle? On écrit que ce génocide a été organisé par l'Empire ottoman. C'est ce qu'on voit tous les jours. L'affirmation exacte, si on regarde les institutions, masque très mal une volonté de ne pas parler des jeunes turcs, de ne pas individualiser les Talat, les Enver, les Bahadettin Shakir, les Cemal Azmi, tous ceux qui, dans le journal Tanin, le journal de l'Ittihad, distillaient ce venin contre les minorités, et notamment la minorité arménienne. Qui sont ces nationalistes étrangers? Je parle des jeunes Turcs. Hein. Qui sont ces nationalistes étrangers aux valeurs humanistes devenus francs-maçons? Talat Pacha est quand même le premier grand maître de la Grande Loge ottomane. Qui sont ces voyous qui trompent Jaurès pour que Jaurès demande aux Arméniens de soutenir les jeunes Turcs et fermer le Pro-Arménia, ce journal publié à Paris et qui défendait les Arméniens avec Francis de Prelsensé, auquel collaborait Jaurès, auquel collaborait beaucoup de monde. Qui sont ces hommes qui attaquent la Sublime Porte le 23 janvier 1913, usurpent le pouvoir et écartent toute l'élite des vieux pachas de l'Empire? Voici autant de questions, autant d'interrogations que je me suis posées et auxquelles j'ai essayé de répondre le plus clairement possible
dans la fin de l'Arménie ottomane, le livre qui a été publié l'année dernière. Connu grâce au père Balakian et à Aram Andonian, je me suis aussi évidemment, en parlant de génocide, senti une obligation morale à m'intéresser au 24 avril. C'est le passeport, c'est la date par excellence. Cela d'autant plus que je disposais des mémoires inédits, des mémoires non publiées à ce jour, de Garavet Tevletian, donc c'est mon grand-père, madame l'a évoqué, qui était un haut fonctionnaire de la monnaie ottomane. Il est le responsable du département qu'on appelle le coin, le Darpanay. Dans le Darpanay, il est celui qui mettait les tampons, le signal comme quoi c'est de l'or pur. Champion de dames de Constantinople, du jeu des dames à Constantinople, et puis président d'une association historique qui s'appelle le Rafi Harashti Magan, où pour la première fois à Üsküdar, Üsküdari du côté asiatique, les intellectuels du clan Tashnak, socialistes, nationalistes, etc., se sont unis à la demande des disciples de Portokalian, du parti Armelagan. Ils sont unis aux fondateurs de ceux qui allaient devenir les futurs libéraux, le parti Hunchakian, les futurs fondateurs de l'UGAB, etc. Devletian note ce à quoi il assiste dans ses mémoires. Il note ce à quoi il assiste depuis son arrestation jusqu'à sa libération à Çankırı. Il décrit ce qu'il a vu. L'intérêt, il est l'ami des plus illustres de ces déportés. Il est l'ami de Siamanto. Alors les Arméniens, s'il y a des Arméniens dans la salle, ils savent qui est Siamanto. Siamanto est un grand poète, martyr du génocide, et il est ami, d'autant plus qu'une semaine avant le 24 avril, le samedi 17, il l'invite à Üsküdar pour qu'il fasse une conférence. Et là, évidemment, tous ceux qui font des rapports à la police secrète disent que Siamanto a déclamé des poèmes qui racontaient la misère des campagnes, qui racontaient les maisons brûlées, les terres, les villes ruinées, etc. En tout cas, c'est avec Siamanto, dans ses mémoires, où on voit qu'il passe la première nuit, les premières heures de son arrestation à Üsküdar, dans un commissariat, le Çinili Karakol, le poste de garde aux faïences, et c'est lui c'est le seul que Siamanto, dans ses mémoires, il écrit, il est venu, il m'a embrassé. Siamanto l'embrasse parce qu'une partie des déportés du train qui vont emmener tous les déportés du 25 avril le lendemain avec le train de Haydar Pacha, une partie descendra dans un arrêt qui s'appelle Sincanköy. Vous savez bien qu'il y a eu deux parties, une partie qui va mourir à Çankırı et l'autre partie, des politiques un peu plus considérés comme plus virulents, notamment le parti Tashnak, les responsables Tashnak, qu'on va envoyer à Ayash, où ils vont être tués tous sans exception. Très peu de survivants. Il est également l'ami de Komidas, le compositeur arménien que vous connaissez, enfin, en tout cas beaucoup d'orientalistes ou d'arméniens connaissent. C'est une amitié qui n'est pas venue directement, mais qui vient indirectement. Devletian étant l'ami de Panos Terlemesian et des banquiers Terlemesian de Van, qui sont des héros de la résistance de Van, mais comme Komidas a dormi pendant un moment assez long dans la maison des Terlemesian, donc Devletian est devenu ami avec Komidas. En tout cas, il note donc des choses qu'il voit sur Komidas, et il voit en tout cas l'état fiévreux de cet homme, de ce prêtre, qui, comme beaucoup le savent, va finir plus tard sa vie à Villejuif. Il est complètement ruiné mentalement, on dit qu'il est fou, mais en tout cas,
c'est tous ces événements, et puis peut-être d'autres souffrances d'avant, les massacres d'Adana, les massacres de Sassoum, ça fait quand même beaucoup de choses pour un prêtre musicien et sensible. En tout cas, à Çankırı, avant Çankırı, à Kalecik, dans le Khan, il note des paroles que Gomidas dit. Gomidas dit, comment est-ce possible? Il dit ça en parlant de la déportation. Hier, j'étais chez le prince héritier, et là, en exil, dans l'incertitude. Où allons-nous? Pourquoi y allons-nous? Je ne comprends pas. Évidemment, il ne pouvait pas comprendre, mais toujours est-il que voilà les paroles qui sont transcrites et qu'il rapporte. Devletyan est également l'ami d'un grand dirigeant Tashnak, Chaprikian, Harutyun Chaprikian. Alors, ce Chaprikian est intéressant parce qu'il est presque le seul et le rare arménien de la mouvance du parti Tashnak qui ne fait pas confiance aux jeunes Turcs de Talat Pacha. Tous les autres, Agnouni et compagnie, ils sont tous en train d'applaudir Talat Pacha. Or, Chaprikian refuse non seulement de les applaudir, mais il refuse une nomination au Conseil d'État, comme conseiller d'État, que Talat lui propose en personne. Et c'est dans la prison centrale d'Istanbul qu'il dit à Devletyan, il dit, c'est le début du Yeren. Yeren, c'est un mot arménien qui donne un sens d'un drame beaucoup plus supérieur que tout ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire que là, il comprend que ce n'est pas des massacres, il comprend que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Quand on dit Yeren, c'est le mot catastrophe dans certains dictionnaires de l'époque, et que d'autres ont traduit par grande catastrophe, parce que le mot génocide n'existait pas à cette époque-là. En tout cas, dans la terminologie arménienne, Chaprikian utilise ce mot, et les dictionnaires de l'époque confirment en tout cas à ce mot le sens de catastrophe. Le lecteur donc trouve dans ce livre, La fin de l'Arménie ottomane, une description de son arrestation. L'un des rares, ça marche jusqu'à l'échelle de Saladjak avec Balakian. Balakian, c'est l'auteur du Golgotha arménien, et Balakian cite évidemment la présence de mon grand-père. Il raconte la vie dans la prison centrale. Il raconte la peur qu'ils ont eue en montant dans ce fameux bateau numéro 67 du Şirket-i Hayriye qui va les transférer de la pointe du Sérail jusqu'à Haïdar Pacha, mais eux, en montant dans ce bateau, ils ne savent pas qu'ils vont aller au train. Ils pensent qu'on va les jeter à la mer pour qu'ils meurent noyés. La chose était très courante, notamment un des Arméniens les plus prestigieux des années 1890, le docteur Tikran Pacha Peshtimal, médecin impérial. Un beau matin, le Bosphore, on a trouvé son corps jeté, il avait été noyé. Donc c'était une pratique courante, et ils sont presque heureux quand ils descendent. Ils sont presque heureux quand ils descendent à Haïdar Pacha. Il est également l'ami de Rupen Sevak de Silivri. Rupen Sevak, que beaucoup connaissent aussi, martyr. C'est une amitié d'enfance, parce que les maisons étaient face à Silivri. Et en tout cas, il est le premier à qui Rupen Sevak arrive et demande s'il doit ou non se convertir à l'islam pour sauver sa vie. Le livre comporte également, les manuscrits comportent également des témoignages sur un autre poète, le plus prestigieux, c'est Daniel Varoujan. Et ils se promènent ensemble dans les rues de Çankırı, et il raconte un événement assez intéressant. Il raconte que Daniel Varoujan écrit des poèmes, il les lit tout seul, il n'y a personne, ils ne sont que deux. Il les lit comme qu'il faisait des cours devant ses élèves du lycée Berberian. Il plie les feuilles et il les jette à l'eau, certain que le courant va emporter ses poèmes dans son village de Parnik en Sébaste. C'est quand même symbolique. Il confie à la postérité, il confie à ses compatriotes. Il ne sait pas que les autres sont morts aussi ou qu'ils vont mourir. En tout cas, il confie à l'eau et à la terre ses idées. Voilà un ensemble de témoignages. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais quand même finir avec une idée. À tous ceux négationnistes ou ceux qui justifient ce génocide avec
les actions d'un imaginaire ennemi arménien. L'Arménien était dangereux, l'Arménien a trahi, l'Arménien, on le voit ça souvent, hein, pour l'instant vous êtes d'accord, on voit ça souvent, ces écrits. On dit les Arméniens ont trahi. Eh bien, des médecins apportent un démenti cinglant, mais assez intéressant. Il raconte la vie des déportés à Çankırı, l'antichambre de la mort, pendant 4 mois. Il y a là une description précise pendant les 4 mois, parce qu'ils sont partis fin avril, mais Ariel Varoujan et Siamonto vont mourir le 26 août. Donc ça fait presque 4 mois de vie côte à côte dans une ville, Çankırı. Et là, il note la présence des médecins arméniens, des savants arméniens, des agronomes arméniens, des avocats arméniens, et cette présence de ces gens cultivés, intellectuels et compagnie attire la population locale. Non seulement la population locale, mais la population turque, musulmane. Et il note que des dizaines de malades viennent se faire soigner chez les médecins arméniens, parce que quand même c'est des médecins qui ont étudié en Suisse, ils ont étudié à Paris, donc c'est autre chose que des médecins locaux. Il dit les agronomes préparent des produits pour protéger les vignes, et les avocats, accompagnés de la police, plaident les causes des habitants musulmans ou arméniens catholiques, parce qu'en Ankara il y avait beaucoup d'arméniens catholiques, devant les tribunaux. J'ai ajouté une phrase pour décrire tout ça. Je dis que même allant à la mort, l'élite arménienne reste fidèle aux valeurs humanistes et agit comme elle a toujours été, en nation fidèle. Merci vraiment beaucoup. On resterait longtemps à écouter les récits de votre grand-père. C'est extrêmement intéressant et ça donne des images très fortes. Maintenant, on va passer à un autre aspect des choses. Donc, Hamid Bozaslan, qui, comme vous le savez, est un grand spécialiste du Moyen-Orient, de la Turquie et de la question kurde. Tu as écrit une histoire de la violence au Moyen-Orient, une histoire de la Turquie évidemment, et aussi beaucoup de livres sur la question kurde évidemment. Mais récemment, il y a quelques années, tu as écrit un livre collectif, mais Comprendre le génocide des Arméniens de 1915 à nos jours. Et en fait, ce qu'on aimerait comprendre grâce à ton point de vue, c'est un peu le contexte régional qui a... Pourquoi ce génocide, au-delà des causes, disons, locales, proches, mais la dimension plus régionale, c'est intéressant. Merci beaucoup. Un grand merci à l'IREMO, cette très très belle maison, à la fois pour ce salon de livres, mais aussi pour cette table ronde. Pourquoi ce génocide? Je partirai peut-être de livre que je présenterai tout à l'heure, qui est un livre collectif sur les marges et pouvoirs dans l'Empire ottoman et dans l'espace post-ottoman. Et ce livre part d'une hypothèse khaldounienne, d'Ibn Khaldoun, le penseur et historien du XIVe siècle du Maghreb. Et selon Ibn Khaldoun, ce n'était pas la majorité qui faisait l'histoire, mais c'était les minorités. Les minorités pouvaient disposer d'une asabiya, d'une dynamique de solidarité qui les propulsait au devant de la scène, d'une dawa, d'une cause, d'une idéologie qui pouvait radicaliser. Pour Ibn Khaldoun, les minorités étaient nécessaires parce que dans pas mal de cas, c'était les minorités qui régénéraient la civilisation en déclin, mais dans certains cas, les minorités pouvaient aussi préparer le terrain pour ce qu'Hegel appellerait par la suite la mort stérile. Et je crois qu'effectivement, dans le cas de l'Empire ottoman, on a assisté à l'émergence des marges, des minorités à la marge, qui ont préparé la mort stérile. Le terme de marge me paraît très très important, c'est le terme central du livre qui va être présenté tout à l'heure. La marge ne renvoie pas du tout à la marginalité, renvoie au contraire à une certaine élite qui se trouve dans l'espace périphérique d'une entité donnée, en l'occurrence l'Empire ottoman. Et cet espace périphérique, c'est notamment les Balkans,
mais aussi une ville comme Diyarbakır, qui se trouve à la marge des hiérarchies établies. L'école militaire sous Abdülhamit représentait ainsi une marge avec des jeunes officiers qui étaient totalement marginalisés, mais qui faisaient néanmoins partie du système. Et les marges renvoient aussi à un phénomène générationnel, une génération qui peut avoir 20, 30 ans. Et je crois que ce qui s'est passé en 1908 en Turquie, dans l'Empire ottoman, c'est que les forces qui sont venues des marges de l'Empire ottoman, mais pas de la marginalité ottomane, ont pris le pouvoir par la violence. Seulement, ces forces-là, qui étaient réunies au sein du Comité Union et Progrès, et qui avaient à peine quelques 20 ans, 25 ans, ces forces-là n'avaient pas d'autres raisons d'État à radicaliser que la raison d'État qu'ils ont héritée par le passé. L'élite négative de l'Allemagne nazie, quand on parle de l'Allemagne nazie, on parle de l'élite négative. L'élite négative ottomane de 1908 a pu démanteler l'empire hamidien, l'État hamidien, en très peu de temps. En quelques mois, on voit des purges se mettre en place, des généraux qui ont 80 ans, des préfets qui ont 70 ans chassés de pouvoir avec beaucoup de brutalité, et les hommes de 20, 25 ans, 27 ans prennent le pouvoir. Et en même temps, ces hommes-là n'ont absolument pas d'autre raison d'être, d'autre raison d'État que la raison d'État de Abdülhamit, lequel Abdülhamit avait déjà procédé à une politique de nettoyage ethnique, d'homogénéisation de la population entre 1894 et 1896, avec les massacres qui sont connus comme les premiers massacres des Arméniens, et qui font déjà au moins quelques 200 000 morts. Pour Abdülhamit, il était extrêmement clair, et quand on lit ses mémoires, cela apparaît. Pour Abdülhamit, il était extrêmement clair qu'il fallait islamiser l'Anatolie comme l'étape préliminaire de sa turcification. Abdülhamit disait très clairement que le temps était terminé, qu'on agrégeait les communautés entre elles comme si on agrégeait de la viande hachée. Désormais, il fallait de la bonne viande, de la bonne chair, et cette bonne chair ne pouvait être que la chair musulmane, et cette bonne chair ne pouvait ultérieurement être que la bonne chair turque. Abdülhamit avait très clairement l'impression que les Balkans allaient être un jour ou l'autre perdus. Il faisait déjà son deuil symboliquement des Balkans. Or, le Comité Union et Progrès n'a pas fait son deuil symbolique, mais son deuil réel des Balkans. Et comme ce comité méprisait absolument les terres arabes, ce comité s'est replié sur l'Anatolie, ce qu'il considérait comme l'Anatolie, qui est dans les faits plutôt l'Asie mineure, et la turcification s'est imposée durant cette période-là. Et donc, l'héritage d'Abdülhamit a été radicalisé. Abdülhamit était dans les massacres, le comité a amené cet héritage à des proportions paroxystiques et génocidaires. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent et qu'il faudrait prendre en considération. Ce n'est pas du tout par hasard que le génocide a eu lieu pendant la guerre. Il y a des cas de génocide qui n'ont pas lieu pendant la guerre, on le connaît, mais la guerre constitue toujours un terrain favorable à la violence extrême et au génocide. La guerre s'est toujours niée en tant qu'acte de violence. La guerre s'est toujours présentée comme un acte juridique. C'est à la base d'ailleurs des traités de Westphalie de 1648 qui présentent la guerre comme le droit légitime de l'État, de tout État, alors que l'acte de violence est criminalisé. Or, en réalité, comme le montrent les historiens qui travaillent depuis maintenant une vingtaine d'années sur le phénomène de la guerre, à commencer par Jay Winter, John Horn, en France, Annette Becker, Jean-Jacques Becker, Stefano Rosso, la guerre est un acte ultime de la violence à très grande échelle. C'est le déchaînement de Thanatos. Le Thanatos qui est déployé sur les frontières ne se limitera jamais sur les frontières, on le sait depuis la guerre de Crimée, mais aussi depuis la guerre de 1870-71. La guerre a signé, entre 1914 et 1918, l'effondrement de la civilisation bourgeoise, démocratique et bourgeoise à l'échelle européenne.
Et ce n'est pas du tout par hasard d'ailleurs que par la suite cette guerre s'est poursuivie sous la forme de guerre civile en Italie. À vrai dire, il n'y a pas eu de guerre civile, mais Mussolini présentait sa prise de pouvoir comme une guerre civile contre l'État démocratique italien. Et en Allemagne, on est entré dans la période de la volonté de prendre revanche, la revanche de la race allemande, de la race germanique sur l'histoire. Et je pense que sans prendre en considération cette dimension de guerre, il serait extrêmement difficile de comprendre pourquoi le génocide a pu avoir lieu avec une telle efficacité. On est dans un contexte où l'État ottoman est totalement paralysé et en même temps le génocide est mis en place avec une très grande efficacité, comme j'ai dit, par une machine parfaitement rodée. Et d'ailleurs, beaucoup de penseurs allemands de l'époque justifient cette extermination en disant, après tout, les Arméniens ne sont que des Juifs de l'Orient. Et cette idée que certaines minorités sont identiques aux Juifs sur d'autres terres de la planète, nous amène aussi peut-être à une autre dimension, le darwinisme social. On a beaucoup parlé de positivisme de Comité Union et Progrès. Les unionistes seraient disciples de Auguste Comte, voire de Émile Durkheim. On a beaucoup parlé que les idées révolutionnaires françaises avaient influencé le Comité Union et Progrès. Tout ceci n'est pas entièrement faux, mais je pense que s'il faut chercher une idéologie, s'il faut appeler, nommer, définir l'idéologie du Comité Union et Progrès, et par la suite d'ailleurs aussi du kémalisme, et sans parler du racisme et certains autres courants dans la région, il faut utiliser le terme de darwinisme social. Le darwinisme social qui a aussi marqué l'histoire européenne de 1870 jusqu'à 1945 établit très clairement un lien entre l'espace et l'espèce. L'espace doit être homogénéisé pour ne devenir le lieu de déploiement ou de prospérité que d'une seule espèce. Et dans cette perspective, toute autre communauté, toute autre société, toute autre nation est également considérée comme une espèce biologique séparée, distincte, ennemie, représentant par son existence même une menace pour soi. Et je pense que quand vous lisez le discours unioniste, vous êtes absolument impressionné de voir combien ce thème de darwinisme social, combien ce thème d'espèce, des Arméniens comme espèce, combien cette guerre vitale et centrale dans l'existence apparaît dans ces mémoires-là. Et d'ailleurs, quand vous lisez les discours d'Erdogan aujourd'hui, ce thème est aussi central sous une version religieuse, autrement dit, la lutte entre les espèces étant voulue par le Créateur lui-même. Certes, dans le cas du génocide des Arméniens, on n'a pas pu mettre en place un darwinisme social aussi pur que dans l'Allemagne nazie, parce que l'Allemagne nazie n'acceptait absolument pas la mixité, disons, raciale, ce qui était considéré comme la mixité raciale. Dans le cas de la Turquie, on a accepté cette mixité, mais à quel prix? On a confisqué la féminité arménienne en même temps que les richesses arméniennes, et la féminité arménienne a été utilisée comme le matériau brut pour produire de l'islam la communauté musulmane et la communauté turque. Et par ce biais-là, le génocide a créé une sorte de vide ontologique. Et cela est extrêmement important, et ça nous permet d'établir une sorte de parallèle avec la Shoah, avec le génocide des Juifs. Un vide ontologique, autrement dit, vous avez une communauté qui a une histoire doublement millénaire, dans le cas des Juifs sans doute plus, et en même temps, cette communauté est absolument privée de son histoire, parce que le moment zéro de son nouvelle histoire, c'est le moment de son extermination. Le génocide s'est voulu comme une apocalypse. Une apocalypse dans les deux sens du terme, une apocalypse dans le sens d'extermination, le déploiement des chevaliers de cavaliers de l'apocalypse, mais aussi l'apocalypse dans le sens étymologique du terme, la révélation. L'extermination a été aussi une révélation de ce dont la communauté dominante, l'État, était capable de faire
Et Oli, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faudrait nommer les gens, il faudrait individualiser les responsabilités. Le comité Mieux et Progrès et ses milliers d'agents. Et effectivement, on a vu que l'Apocalypse est aussi la révélation de cette brutalité extrême. Et cette invention du vide s'est faite par le biais de désacralisation de 3 frontières. Une première frontière qui a toujours été centrale, la féminité ou le corps. La confiscation de la féminité arménienne a désacralisé la frontière qui était souvent respectée comme condition de la coexistence des communautés. Une deuxième frontière qui a été désacralisée, les cimetières. Les cimetières ont été détruits. Et cette destruction des cimetières continue aujourd'hui encore. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce ne sont pas seulement les vivants, mais aussi les morts qui constituent la communauté. Il y a une continuité entre les morts et les vivants. C'est les morts qui donnent sens à la communauté des vivants. Là, on n'est pas du tout dans une perspective maurassienne. On est beaucoup plus dans une perspective de continuité intergénérationnelle. Et puis, un troisième lieu qui a été désacralisé, une troisième frontière qui a été désacralisée, cette troisième frontière a été la frontière de culte. Les églises qui ont été saccagées, qui ont été désacralisées. Pourquoi? Parce que toute communauté a besoin, dans le contexte de coexistence, d'avoir une garantie de l'au-delà. Autrement dit, c'est la métaphysique, c'est le niveau métaphysique qui légitime l'existence de la communauté d'ici. Et je crois que cette désacralisation a fait que, effectivement, ce moment d'apocalypse est devenu le moment d'anéantissement, mais aussi le moment fondateur de l'État, le moment fondateur de la nation. On ne peut absolument pas comprendre la Turquie d'aujourd'hui, effectivement, depuis 1915-16, sans prendre en considération ce moment. Ce moment n'a pas été nié. Effectivement, il y a un négationnisme turc, mais il y a beaucoup plus une justification de 1915. Et ce moment est répété aussi. Lisez Étienne Copeau et ce qu'il écrit sur la destruction des cimetières à Chypre, ou regardez tout simplement ce qui se passe dans la région d'Afrin en Syrie aujourd'hui, qui a été envahie et brutalisée par la Turquie. Vous comprendrez qu'un génocide peut se perpétuer par la suite en tant que matrice. Un génocide dont les comptes ne sont pas réglés en quelque sorte, moralement, politiquement, mais aussi juridiquement, c'est un acte qui se perpétue constamment dans la durée, sous d'autres formes, pas nécessairement sous des formes génocidaires, mais sous formes de violence extrême. Merci. Merci infiniment. C'était évidemment un peu frustrant parce qu'à chaque fois on voudrait rester plus longtemps à écouter, mais c'est la règle du jeu. Merci. Surtout. On accueille Taner Acham parce que sociologue, historien aussi. Vous enseignez à l'université Clarks aux États-Unis, dans le Massachusetts, et vous avez été quand même un des premiers universitaires turcs à avoir reconnu le génocide des Arméniens de 1915 et avoir beaucoup écrit dessus. Le dernier livre que vous avez commis l'année dernière aux éditions du CNRS s'appelle Ordre de tuer, Arménie 1915. Et c'est une découverte incroyable pour moi. Je pense que ça le sera pour vous aussi. Parce que vous êtes mis à une sorte de quête presque policière, comme le dit Annette Becker dans sa préface, des preuves de ce qui s'est passé fin avril 1915. Un travail, pourquoi? Parce que le négationnisme du projet d'anéantissement du peuple arménien était en réalité masqué sous le mode de déplacement de population, réinstallation ailleurs, etc. En réalité, à travers votre travail sur des documents, des télégrammes que vous
vous avez trouvé et vous avez analysé, presque comme une enquête policière, effectivement, vous analysez, pour comprendre l'authenticité. Là, l'histoire devient évidente et donc vous avez un grand mérite d'avoir pouvoir établir le caractère probant de ces documents, mais aussi à travers ça, mettre en lumière aussi le travail acharné du gouvernement turc de négation de ça. Donc, je vous laisse la parole, pardon, je parle trop. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être là. Thank you very much, and thank you for inviting me for this event. And it's a great pleasure for me to share the same podium with Hamid Bozarslan and Onnik Yamgocan. Merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement. C'est un grand plaisir de pouvoir partager ce podium avec Hamid Bozarslan et Onnik Yamgocan. I was told that I should give a small synopsis what my book all about is. On m'a dit de présenter quelques moments importants de ce qu'est mon livre. As you all may know, Turkish government's central argument over the decades related to Armenian genocide is very simple. Comme vous le savez peut-être, l'argument du gouvernement turc depuis des décennies sur le génocide arménien est très simple. Yes, Armenians perished on their way when we deported them. Yes, there were some attacks to convoys by Kurdish tribes or uncontrolled bandits. Yes, there was some Armenian deaths because of disease and weathering condition and because of worse conditions. Yes, these are all happened, but you could not show us one single document that clearly indicates Ottoman authorities intentionally wanted to exterminate the Armenians. L'argument est donc le suivant. Oui, des Arméniens sont morts en déportation. Oui, certains convois d'Arméniens ont été attaqués par des mercenaires kurdes ou des bandits mal intentionnés. Oui, certains Arméniens sont morts des maladies, sont morts de mauvaises conditions environnementales. Oui, tout ça, on peut le voir, mais il n'existe aucun document officiel qui montrerait que le gouvernement ottoman a intentionnellement tué les Arméniens. German documents, French documents, American documents, British documents, Australian documents, they are all fake produced by these governments to cover up their own imperialist policies. We cannot take them seriously. Les documents allemands, les documents français, les documents américains, les documents britanniques, les documents australiens, tous ces documents sont des faux documents produits par ces gouvernements-là pour couvrir leurs propres exactions en tant que pouvoir impérialiste. So you cannot show us one single Ottoman document that indicates the genocidal intent of Ottoman authorities. This was the main argument, this has been the main argument until the publication of my book. Donc il était impossible de montrer un document émanant du pouvoir ottoman et démontrant l'intention de faire un génocide. Ça a été et ça reste l'argument principal jusqu'à la publication du livre de M. Axel. We, the scholars and a lot of interested people in our field, know that there are two sets of documents actually clearly shows the genocidal intent of Ottoman authorities. One set of documents belong to Istanbul military tribunals. I'll give a couple examples. And the second of the documents, what we call in our field Naim Andonian materials. Nous, les académiques et les gens intéressés par cette question savons pertinemment qu'il existe deux sortes de documents qui montrent clairement l'intention de faire un génocide.
Le premier type de document, ce sont les archives du tribunal militaire d'Istanbul. Et le deuxième type de document est un document qui est appelé par les spécialistes de la question, excuse-moi pour la prononciation, le roi Naim Andonian. Naim Andonian. As you may know, after the First World War in Istanbul, there was a new government, and in order to get a better peace condition, this government set up a military tribunal against the government of the war period. And there were altogether 63 different trials where more than 200 defendants were tried. And during these trials, a lot of original documents, testimonies, eyewitness accounts came to the light that clearly shows genocidal intent of Ottoman authorities, killing orders, or the testimonies of generals or Ottoman civil bureaucrats saying that, yes, I got this kind of order and I followed the order, or no, I didn't follow this order kind of documents. Comme vous le savez peut-être, après la Première Guerre mondiale, le nouveau gouvernement à Istanbul, de manière à avoir des conditions de paix plus favorables, a mis en place un tribunal militaire qui attaquait le gouvernement pendant la guerre. Et donc au cours de ce procès, on a 63 procès différents avec plus de 200 accusés. Et durant ces procès-là, on a énormément de documents originaux qui sont des témoignages ou des témoignages de témoins directs ou de témoins indirects qui montrent clairement l'intentionnalité du génocide arménien avec des documents originaux d'ordre de tuer, des témoignages de généraux ou de civils qui explicitement disent qu'ils ont reçu l'ordre de tuer et qu'ils l'ont suivi ou qu'ils ne l'ont pas suivi, mais en attendant ils ont reçu l'ordre de tuer. Where are these documents? We don't know. Turkish government either destroyed them or they are somewhere in Ankara in the basement of military archive or Ottoman archive. We don't know. They covered up and we don't know anything about the destiny of these documents. Où sont ces documents? On ne sait pas. Ces documents ont sûrement été détruits ou alors ils sont encore gardés dans les sous-sols du bâtiment de l'armée à Ankara. Tout a été couvert et on ne sait toujours pas où ils sont. A second set of documents that I mentioned, what we call Naim Andonian documents, the story is the following. 1918 in Aleppo, an Ottoman bureaucrat with the name of Naim Efendi, who was in charge of deportations, he was working in the deportation office, he sold a set of documents to an Armenian with the name Aram Andonian. Le deuxième groupe de documents, donc les documents Naim Andonian, viennent d'Alep où en 1918 un officiel ottoman qui s'appelait Naim Efendi et qui était en charge des déportations a vendu ces documents à une victime arménienne du nom de Aram Andonian. Naim Efendi, these Ottoman bureaucrats, handwrittenly copied approximately 52 documents and gave these to Andonian, and additionally he gave around 26 original documents to Andonian, and Andonian published these handwritten materials and plus some original documents 1921 as a book. Donc Naim Efendi, le bureaucrate ottoman, avait recopié à la main 52 documents qu'il a ensuite donné à Andonian, et il lui a aussi donné 26 documents originaux que Andonian a publiés en 1921, qu'il a publié sous forme de livre en 1921.
it's like a criminal movie actually. Aram Andonian took this material, came to Paris, and he put all these materials in a library here, which is called Bogos Nubar Library. And where are these documents, Naim Bey's handwritten memoirs and the telegrams? They are gone. Nobody knows what happened with these documents. C'est un peu comme un film policier, puisque Andonian vient à Paris et met tous ses documents en sécurité dans une bibliothèque, la Bogos Nubar. Bogos Nubar, la bibliothèque Bogos Nubar. Mais où sont ces documents aujourd'hui? On ne sait pas, on ne les trouve pas. In 1980s, Turkish government published a book, made 3 claims. Number 1, there is no Naim Bey, such an Ottoman bureaucrat never existed. There is no one single document about this man. Aram Andonian is lying. Number 2, there is no memoir or handwritten copies written by Aram Andonian. If you believe there is, show us the original of this memoir. Number 3, all so-called telegrams that the killing orders of Talat Pasha, Interior Minister, they are all fake, produced by Aram Andonian. Dans les années 1980, le gouvernement turc a fait publier un livre avec 3 revendications principales sur les documents de Naim Andonian. Le premier des arguments du gouvernement, c'était que Naim Bey n'avait jamais existé, ce n'a jamais été un officiel ou un bureaucrate du pouvoir ottoman. Il n'y a aucun document qui puisse retracer son existence. Donc Aram Andonian était menté déjà sur ce point. Le deuxième point du gouvernement turc, c'est que les mémoires ou les copies écrites à la main de Naim Andonian n'existent pas, on ne peut pas les retrouver, il n'y a pas d'originaux, donc du coup ce sont sûrement des faux aussi. Et le troisième argument, c'est que tous les pseudos ou ce qui passerait pour des télégrammes avec l'ordre de tuer, envoyés du ministère de l'Intérieur par Talat Pasha, sont introuvables, n'existent pas et ont été en fait des faux produits par Andonian lui-même. So I have to introduce you a third man with the name Krikor Gergeryan, a Catholic priest, genocide survivor. Il faut d'abord qu'il nous présente un autre personnage qui arrive à ce moment-là, un prêtre catholique arménien du nom de Grigor Gergeryan. We all knew that he has a private archive, and it was also a public secret among us, among scholars, that he has the Istanbul military materials, Istanbul Tribunal's materials. Nous savions, dans le groupe des historiens intéressés par cette question, que Gergeryan avait des archives privées. C'est un peu un secret connu de tous les historiens sur la question, que Gergeryan avait en fait des sources du tribunal militaire d'Istanbul. Here is my story. I'm a lucky man. I'm not an religious man. I don't believe much in God. Just a little bit. Just a little bit. Just in case. I'm a humanist, but definitely not a very strong religious man. In 2015, Krikor Gergeryan's nephew, who lives in New York, I called him. Everyone knew that he was still saving the archive, but nobody had the access to this archive. And 2015, I called him and I told him, it is now 2015, 100 years of Armenian genocide anniversary. Do you plan to take all these materials with you in the grave? Please allow me finally to see these materials. He allowed me. Donc voilà mon histoire. Je suis un homme assez chanceux, pas très religieux. On a eu des débats sur le degré de religion. Il se décrit comme un humaniste plutôt que quelqu'un avec beaucoup de foi religieuse. Et en 2015, il appelle le neveu de Grigor Gergeryan, voilà, qui vit à New York.
puisqu'on sait que Gargarian garde encore les archives. Et du coup, il a réussi à avoir contact avec Gargarian lui-même en lui disant « On est maintenant en 2015, ça fait 100 ans que le génocide arménien s'est produit. Est-ce qu'un jour, vous avez l'intention de nous donner les archives, puisqu'il est maintenant temps qu'on sache ce qui s'est passé ?» Vous les amenez. Ou vous les amenez avec vous au tombeau. Pardon. Ou vous les gardez avec vous jusqu'à la tombe. Here is the God's hand. I enter in the basement. I cannot explain anything differently. I told you, we thought this man has only Istanbul Military Tribunal's materials. A basement, dark, and hundreds of dossiers without anything on their backs. I walk in the basement, coincidentally took one of the dossiers, a lot of pages, opened one of them, and I saw a white paper. On one half it says something in Turkish, on the other side English translation, and on top of it Naim's memoir, page 29. I said, oh my God, this man has Naim's memoir. This was God's hand, nothing else. Et donc là, la main de Dieu à l'œuvre. Il arrive donc à prendre contact avec Gargarian et il sait que donc il a tous les dossiers sur le tribunal militaire et il entre dans la cave où il y a des centaines de dossiers non étiquetés et il prend un dossier au hasard avec encore au hasard un papier blanc dont la moitié est écrite en turc et l'autre moitié traduite en anglais. Et ce sont en fait les mémoires de Naïm qu'il a retrouvées. We scanned the entire archive and I found Naim's handwritten memoir in that archive. It turned out that Krikor Gergerian came to Paris 1950 or 51 and he filmed all this material before they got lost. So I had all this material. And I worked in the Ottoman archive also. I discovered that there is a Naim Bey. And I have the memoir in my hand. And during my work in the archive, I also discovered that these telegrams that Naim gave to Andonion, they were authentic. Donc toutes les archives ont été scannées et du coup il a pu enregistrer et préserver les mémoires écrites à la main de Naïm. En fait, Gargarian a priori était à Paris entre 1950 et 1951 et il avait donc récupéré toutes les archives pour pas qu'elles se perdent. Et du coup, le mémoire de Naïm en main, il a pu aller aux archives ottomanes et a trouvé la confirmation que Naïm Bey existait vraiment. Il y a des preuves comme quoi il était vraiment un officier du pouvoir. Et il a pu aussi avoir la preuve que les télégrammes que Naïm avait donnés à Andonian étaient vrais, étaient véridiques. Et certifiés. 2017, New York Times called me Sherlock Holmes of Armenian genocide. The reason is how I authenticate these telegrams. This is a story for itself, but my book, Killing Orders, is nothing else but republication of Krikor Gergerian's archival materials that I discovered, and of course my own research in Ottoman archive to authenticate the originality of these killing orders, these telegrams. I think Turkish government will continue to deny the genocide, but they have to find another story. They cannot continue with their old stories. En 2017, le New York Times l'a appelé le Sherlock Holmes du génocide arménien, puisqu'il avait réussi, avant de publier l'ouvrage, à faire authentifier et certifier les télégrammes. Le livre, donc, n'est rien d'autre qu'en fait la republication des archives de Gargarian, avec son travail de recherche dans les archives ottomanes pour authentifier ces mémoires-là et tout ce matériel archivistique. Le gouvernement turc
continuera de nier ce qui s'est passé, mais il leur faut maintenant trouver une autre histoire, un autre argument pour nier le génocide arménien. I think more than my scholarly research, my luck helped me a lot, and it is up to you whether you refer to my luck or to God's hand. It's all up to you. Phrase au cas où. Sûrement plus que sa recherche académique, c'est vraiment sa chance qui lui a permis de publier ce livre. Et c'est vraiment à vous de voir si vous voulez appeler ça de la chance ou la main de Dieu. Voilà, merci beaucoup, merci Mario. Nous avons de la chance aussi parce que nous avons 15 minutes de plus que prévu. Donc nous pouvons prendre 3 questions. Peut-être pas davantage. Je vois déjà les 2 premières. Il y en aura un micro. Merci. Je voudrais poser une question à M. Sam. J'aimerais que vous nous racontiez un tout petit peu de votre carrière de chercheur et d'historien en Turquie, premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des historiens, des chercheurs actuellement en Turquie qui... disons, qui ont confiance en vos documents et votre authentification et qui travaillent sur le génocide dans une hypothèse, disons, objective de faire de faire le vrai du faux. Et est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour il y aurait cette commission mixte de chercheurs arméniens et turcs, qui est une condition, je crois, pour les Turcs et pour que les Arméniens, le gouvernement arménien accepte cette proposition turque d'avoir une commission mixte pour faire la vérité sur le génocide. Merci. Merci beaucoup. C'est une question pour M. Bodarslan. Oui, vous avez évoqué la désacralisation de 3 frontières. Et la première sur celle de la féminité. Est-ce que vous pourriez expliciter cet aspect-là, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, c'est une question pour M. Jean Gochian. Vous avez parlé de nation fidèle. De quand date cette appellation? Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire de l'Empire ottoman où pour les Arméniens, les sultans, on nommait les Arméniens comme la nation fidèle? Est-ce que ça correspond à un événement historique? Oui, je trouve que dans l'histoire du Moyen-Orient, il ne faut pas oublier non plus le rôle des Anglais, des Français. Il fallait faire tomber l'Empire ottoman. Et nous avons fait quand même un grand bordel, c'est pire que ça, au Moyen-Orient. Parce que tant que l'Empire ottoman était dominateur, que vous soyez chrétien, que vous soyez, la preuve, les Arméniens, que vous soyez musulmans ou ailleurs, vous pouvez aller... Moi, perdu dans plein désert de Syrie, quand j'étais jeune, ah, toi, Française, Brigitte Bardot. On avait la danse du ventre en Égypte, on avait, bon, la façon dont on nous raconte l'histoire, nous sommes, les Occidentaux, très, très responsables du bordel dans l'Empire ottoman. Merci. Il ne faut pas oublier la bataille des Dardanelles, hein, bon, et toute... ok. Merci. Alors je vais répondre à la question que vient de m'être posée au premier rang sur cette fameuse expression « nation fidèle ». Et je vais bondir aussi sur ce que vous, madame, au fond de la salle, avez souligné avec justesse et avec combien de lucidité que cette responsabilité de l'Europe, notamment des Anglais, et un peu moins des Français, mais surtout des Anglais. La nation fidèle, évidemment, c'est une expression qu'on voit dans beaucoup de textes et dans beaucoup de livres. Mais à quel moment, si votre question, c'est bien ça que vous vouliez savoir, est-ce que ça correspond à un événement précis? Oui, ça correspond à un événement précis. En 1826, au moment du massacre des janissaires, les 3 journées que les Turcs appellent le Vakay Hayriye, lorsque les janissaires, qui étaient une menace permanente pour la couronne, sont bombardés sur la place par le corps des canonniers que les sultans ont mis en place depuis les années 1780, eh bien,
le banquier du sultan Mahmoud II, qui s'appelle Kazaz Artin Amira, Harutun Amira Besjian, c'est le fondateur, le mécène du patriarcat de Constantinople, c'est le fondateur d'un hôpital à Constantinople, et c'est surtout le banquier du sultan. C'est le seul, le premier en tout cas arménien, le premier non-musulman à être enterré par ordre impérial dans l'enceinte de la vieille ville, la ville musulmane, la vieille Constantinople. Eh bien, le banquier du sultan, il arme à ses frais, aux frais de Kazaz Artin, il arme à ses frais à peu près 1800 à 2000 Arméniens, pas les banquiers de Constantinople, les négociants, tous ces gens qui servaient comme portefeuille, comme hamal, tous ces gens-là qui servaient comme hommes pour les œuvres difficiles, mais qui étaient des gens, ce qu'on appellerait aujourd'hui des gens corpulents et d'une grande force. Il les arme, et ces 1800-2000 personnes armées aux frais de Kazaz Artin arrivent devant le palais impérial au cas où les canonniers ne réussiraient pas à finir avec les janissaires. C'est-à-dire qu'au cas où cet événement du Vakay Haïdien ne réussit pas, le banquier du sultan prévoit un corps de volontaires arméniens qui se met devant le palais et au prix de leur vie, ils sont là pour défendre la personne de Mahmoud II. Et ils n'auront pas à combattre puisque les canonniers éliminent les janissaires. Mais Mahmoud, dans un firman impérial, dit, je n'oublierai jamais, il dit que dans les moments où la survie de l'Empire était menacée et notre famille était menacée, vous fûtes, vous, la nation fidèle. C'est la première fois, en tout cas, que dans un firman impérial, l'expression nation fidèle est mentionnée. Et d'ailleurs, en récompense, il donne un monopole aux Arméniens dans le corps des Hammad. C'est un monopole qui a duré longtemps, mais qui s'est terminé, évidemment, sous l'époque républicaine. Voilà pour cette première question. Sous Sultan Abdülhamid. Mais je voulais aussi très vite répondre, et en tout cas faire une appel à la question que Madame a dit par rapport aux responsabilités de l'anglais, et que Hamid Bozaslan aussi a signalé tout à l'heure, en disant cette unification, cette islamisation, faire habiter les terres que par des musulmans. Eh bien, en réalité, l'idée n'est pas née chez les Turcs, l'idée est née chez les Israéliens. Il y a plein de lettres, hein, c'est pas moi qui le dis, les archives britanniques sont pleines. D'Israéli dit, puisqu'il dit la présence des Arméniens si nombreux à Van, à Malatia et partout, sur toute cette route commerciale, puisque cette présence sert de prétexte aux Russes de venir à chaque fois dans l'Empire ottoman sous prétexte de défendre les chrétiens de l'Empire, eh bien il faut les éliminer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un grand vizir, dans ces années 1878 ou quelque chose comme ça, il dit que nous réglerons ce problème. En réalité, ce n'est pas le grand vizir turc, quand il dit nous réglerons, il n'annonce pas l'idée du génocide à lui tout seul. Il répond à une lettre d'Israéli en lui disant ne vous inquiétez pas, nous réglerons le problème des Arméniens, en tout cas la voie ferrée, la future voie ferrée, ces routes de commerce, puisque les Arméniens ne correspondaient pas beaucoup, en tout cas, ni avec les Allemands, ni avec les Anglais, contrairement, parce que j'ai beaucoup travaillé, et puis même le professeur Daniel Panzac, que vous connaissez, qui est mort il y a quelques années, il a beaucoup travaillé. Les Arméniens travaillaient surtout avec le monde ottoman. C'était plus un commerce intérieur. Les banquiers travaillaient avec l'intérieur. C'est pour ça que lorsqu'on travaille, on dit les banquiers de Galata, on ne voit pas tellement les Arméniens, parce que les banquiers de Galata, ce sont ceux qui, à partir des années 1860, travaillent avec l'Europe. Alors que, en prenant les banquiers un par un, à la veille du génocide, il y a au moins 40% des banquiers de l'Empire ottoman qui sont arméniens, et les grandes fortunes sont entre nos mains. Donc il y a une responsabilité, en tout cas anglaise, et une volonté de détruire cet empire, dont les Arméniens, il fallait peut-être détruire les Arméniens pour détruire l'empire. Voilà. Merci. Peut-être que là, je divergerai un tout petit peu dans la lecture dans la lecture qu'on peut avoir de l'histoire.
Je pense qu'il ne faut peut-être pas tout confondre. Je veux dire, l'histoire de l'Algérie et l'histoire de l'Empire ottoman ne sont pas nécessairement les mêmes. L'histoire de l'Afrique et l'histoire de l'Empire ottoman ne sont pas les mêmes non plus. L'Angleterre et la France ont sauvé par 2 reprises l'Empire ottoman. 1853-1856, la guerre de Crimée. Et sans doute si les Russes n'étaient pas les Anglais. Attendez, madame. Non, on ne va pas s'interrompre. Donc voilà, après vous reprendrez la parole si vous voulez, mais vous ne m'interrompez pas. Après 1876-77, sans l'intervention de l'Angleterre, sans doute l'Empire ottoman aurait été anéanti. Juste avant la Première Guerre mondiale, Paris et Londres proposent la préservation de l'intégrité territoriale ottomane en contrepartie de sa neutralité. Juste avant la Première Guerre mondiale, le Tsar essaye de négocier avec la Turquie, l'Empire ottoman, parce que le Tsar veut donner la priorité au front européen. L'Empire ottoman entre en guerre sans provocation aucune de la part ni de l'Angleterre, ni de la Russie, de la France, ni de la Russie. Je pense que quand vous regardez l'histoire, vous ne pouvez pas éviter cette donne fondamentale. Et quand la bataille de Dardanelles a lieu, le génocide, et Taner Akçam l'a montré, avait déjà commencé. Donc voilà, je pense qu'il ne faut tout simplement pas oublier que pour le Comité Union et Progrès, qui était au pouvoir à cette période-là, le Kairos devait prendre sa revanche sur Chronos. Le Kairos, dieu de l'opportunité, du moment opportun. Et le Chronos, dieu du temps institué. Et d'ailleurs, le génocide est très clairement justifié en disant c'est le bon moment. Tout de suite après le génocide, il y a le projet de déporter les Juifs de la Palestine. Et là encore, ce qui Djemal dit, c'est le bon moment, le moment opportun. Et on sait que durant la Shoah, cette question du moment opportun a été rappelée à la nausée par Himmler, par Heydrich et par Goebbels. Donc voilà, ne confondons pas tout. Si l'histoire, voilà, si on essaie vraiment de comprendre l'histoire, l'histoire ne nous dit pas tout ceci c'était uniquement parce que l'Angleterre et la France voulaient s'aimer la pagaille pour leur intérêt impérialiste. Certes, ils avaient des intérêts impérialistes, mais il n'y avait pas que ça. Donc voilà, je crois que là, il faudrait vraiment qu'on ne peut pas se permettre de maltraiter l'histoire qui a été déjà maltraitée. Hein, donc voilà. Et peut-être concernant la première question, voilà, très rapidement, je vous conseille vraiment très vivement de lire le livre de Javad Kara Hassan, L'âge du sable, où il dit pour être en bonne entente, vivre en bonne entente à Sarajevo, chaque habitant devait être un anthropologue. Un anthropologue, ça veut dire vraiment de connaître l'autre. Un empire n'est absolument pas un système égalitaire. Un empire, c'est un système de subordination et de domination. Les chrétiens et les juifs ont été très clairement subordonnés et dominés. Et en contrepartie, un empire n'a pas pour objectif, jusqu'au XIXe siècle en tout cas, d'homogénéiser son territoire ou créer une nation. Une nation telle qu'on l'entend. Voilà. Mais pour que ce système de subordination coexiste, et pour que chaque composante, et les Arméniens ont joué un rôle économique très important comme les Grecs, puisse contribuer à la prospérité de l'Empire, il faudrait effectivement respecter strictement la sacralité de cette frontière. Donc, le corps de la femme, le cimetière et le lieu de culte. Tout en faisant accepter très clairement, dans le cas de l'islam, mais dans l'Empire ottoman aussi, que ces communautés-là ont été vaincues. Le contrat de dhimmitude, le jizya, l'impôt qu'on paye, signifie très clairement que la nation arménienne, la nation grecque, la communauté juive, ont été vaincues en terre d'islam et se soumettent. Et une fois que cette soumission a eu lieu, après, effectivement, il y a la protection. Mais la protection dans la subordination. My understanding is whether there are other scholars out there working on the same kind of subjects. Yes, there are, especially after 1990s. There is, or there has been, a growing civil society in Turkey, and scholars started dealing with Armenian genocide. It's quite a lot, but after 2016, Turkey started experiencing a very bad period of time. There is a dictatorial regime,
and most of these scholars had to escape to Europe. Some of them are here in Paris, and we have serious problems of freedom of speech. We have serious problem of democracy in Turkey. When the conditions will be better again, we don't know. So this is my first answer. Concernant votre première question, oui, il y a des académiques qui travaillent sur le même genre de sujet, sur le génocide arménien en Turquie. Depuis les années 1990 à peu près, il y en a quand même un nombre conséquent qui ont émergé en fait en même temps qu'une société civile démocratique. Mais depuis 2016 et depuis la dégradation des conditions de liberté d'expression et de liberté de recherche et la montée en fait d'un régime dictatorial en Turquie, ces académiques-là ont dû fuir la Turquie et se sont réfugiés en Europe en général. Et pour l'instant, les restrictions de la liberté d'expression ne permettent pas de continuer des recherches en Turquie. For my own education, I graduated from Middle East Technical University from the field of political economy. Actually, I was a political activist. I was a member of one of the progressive leftist organizations in Turkey. But I started working in 1988 in an institution in Germany, Hamburg Institute for Social Research. This is an institute still active, works mainly on Holocaust. I think my working in that institute, my connection and my talking with the colleagues in that institute had a tremendous impact on me, that I understood the importance of facing history, importance of understanding historic human rights abuses for my own country's future also. This was very important for my own path. Quant à ma formation, sa formation, pardon, il est diplômé de l'Institut technique. Middle East Technical University. Université technique d'Ankara. Et il a été diplômé d'abord en économie politique. C'était un activiste politique qui était membre d'un groupe progressiste de la gauche en Turquie dans les années 80. Et en 1988, il est parti faire de la recherche dans un institut à Hambourg qui s'appelle l'Institut pour la recherche en sciences sociales, qui travaille principalement sur l'Holocauste. Et c'est en travaillant dans cet institut et en partageant et en parlant avec ses collègues là-bas qu'il a compris à quel point c'était important de comprendre sa propre histoire et de travailler sur l'histoire des abus et des droits de l'homme. Et c'est important de comprendre sa propre histoire dans son propre pays pour faire le sens de ce qui s'est passé et avancer. Maybe one last word. I didn't understand the whole conversation, but one of the argument, my understanding is we have to blame the foreign powers. This is what we love in the Middle East. It's definitely no doubt about it. All Americans and French and British, we are all clean. So I was also, until started working on Armenian genocide, I believed that everything is this imperialist conspiracy in the Middle East. But today I can tell you, on the Kurdish mountains, it's not the clemency, it is not the Lloyd George comes and gives you a weapon in your hand and say that kill these Armenians. You have every time an option to choose on the mountains, either to kill or to save. Whatever the reasons are, you have the options. This is the important lesson that I learned. Il n'a pas compris toute la discussion en fait sur l'importance des pouvoirs étrangers au Moyen-Orient, mais il dit qu'au Moyen-Orient, les gens adorent reprocher aux Français, aux Anglais, aux Américains ce qui se passe. Et avant qu'il travaille sur le génocide arménien, lui aussi participait joyeusement à ces théories où les pouvoirs occidentaux étaient à blâmer pour tout ce qui se passait. Mais avec les recherches qu'il a menées, et aujourd'hui il a nuancé ce propos, puisque
dans les montagnes kurdes, c'était pas Lloyd George ou quiconque des... Clémenceau. Et Clémenceau. À la manière anglaise, américaine. Et Clémenceau qui distribuait les armes et disait aux Kurdes et aux populations d'aller tuer les Arméniens s'il y avait... c'était pas du tout ça, c'était vraiment, il y avait une option à choisir, soit tuer, soit sauver les gens, et les gens ont choisi leur option. Et à chaque occasion, on a un choix. Voilà. C'est possible ou pas? À vrai dire, pas trop, parce qu'on a encore une petite prise de parole, mais c'est fini. Je suis contente que vous partiez un peu frustrés, parce que vous serez là la prochaine fois. Je voulais tout juste dire quelque chose. D'abord, je voulais dire ma satisfaction d'être avec Taner Akçam et avec Hamid Bozastan, car c'est quand même une avancée majeure. Lorsque je commençais, moi, mes recherches à la Sorbonne avec Brodel, etc., c'était une époque où on voyait des historiens turcs venir dans les archives d'Europe et soit ajouter un « i » à la fin des noms en ian, comme ça on disait que les Balians c'était des Baliani, mais dans toutes les archives de Londres, au crayon, ils ajoutaient des « i ». Soit on déchirait les pages qui parlaient des Arméniens. Donc aujourd'hui, cette époque est révolue. Évidemment, quelqu'un a dit, est-ce qu'à Istanbul ou à Ankara, on écrit sur le génocide où on travaille? Il ne faut pas non plus qu'ils risquent leur vie, parce que c'est quand même pas... Enfin, c'est facile à parler d'ici, mais ce serait peut-être pas facile. Mais ce que je note, c'est qu'il y a un groupe de jeunes historiens turcs de 20, 25 ans, 30 ans, qui en tout cas notent et travaillent sur la présence des Arméniens dans les différents corps de métier. Les berekçis, ceux qui font les berecs, les coiffeurs. Il y a au moins 7, 8 thèses de doctorat où on voit une très forte présence des Arméniens, alors que dans les années 1970-75, on disait mais il ne peut pas y avoir de génocide puisqu'il n'y avait pas d'Arméniens. C'était la thèse officielle. Donc tout ça, ça a changé et je suis vraiment très honoré aujourd'hui et heureux de voir d'abord Hamid Bozastan qui a été mon directeur pour mon habilitation à diriger des recherches. Il y a prescription. Bon, il y a prescription, mais enfin l'amitié reste. Et puis je voulais, avant de finir, vous dire quand même un souvenir que j'ai entendu de mes yeux d'un petit-fils du sultan Abdülmecid, Kemalettin Keredin. Keredin, c'est le descendant d'Hayrettin Pacha. C'est un vieux bonhomme que je rencontrais à Kadıköy, Miralay Nazım Sokak. C'était les familles ottomanes, les familles princières qui avaient été exilées au moment de la République et qui étaient revenues plus tard. Chaque fois qu'il me voyait, c'était une réception, il nous recevait, il me posait la même question. Il n'était pas gaga, il n'était pas gâteux, mais il oubliait qu'il avait posé. Il me disait, Soromon Teklerian, comment il va? Est-ce que tu as des nouvelles de Soromon Teklerian? Alors, je lui disais, mais il est mort. Alors, parce qu'on était dans les années 70-75, et Teklerian était mort avant. Teklerian, c'est celui qui a tué Talat Pacha à Berlin. Et alors là, d'un seul coup, le visage de ce Turc ottoman vénérable se renfrognait, il était très triste. Il dit quand même, j'aurais aimé l'embrasser, car il dit, c'est lui, c'est ce Talat Pacha qui a foutu la pagaille dans notre pays. Voilà.